Bonjour Monsieur Kalali, permettez-moi tout d'abord de me présenter. Je m'appelle Félix et je suis actuellement en présentation de thèse. Contribue au développement des États membres. Ne doit pas interférer avec la souveraineté des États. Monsieur Sob, nous vous remercions de nous accorder cet entretien sur les droits de l'homme. Notre première question est la suivante. Comment fait-on pour promouvoir les droits de l'homme à l'échelle internationale? Déjà, pour promouvoir les droits de l'homme, il faut les créer. Donc, je crois que la première démarche qui a été faite par les Nations Unies depuis la création de l'Organisation des Nations Unies après la Seconde Guerre mondiale a été de mettre sur pied une série d'instruments internationaux des droits de l'homme. Ça peut être soit des conventions, ça s'appelle ou conventions, ça s'appelle également des déclarations. Il y en a certaines, il y a deux principaux qui sont combinés, qui sont appelés la Charte internationale des droits de l'homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et puis le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Lorsqu'on combine ces deux pactes avec la Déclaration universelle des droits de l'homme, on l'appelle la Charte des droits de l'homme. Donc en fait, ces trois documents constituent l'essentiel de tout ce qui est base juridique pour les droits de l'homme, puisqu'ensuite, les conventions ont été développées sur le contenu des pactes internationaux. Par exemple, tout ce qui est droits civils et politiques ont été basés sur le pacte international relatif aux droits civils et politiques, droit à la vie, droit à la liberté d'expression, le droit de ne pas être torturé, c'est-à-dire convention contre la torture, pour ne citer quelques-uns. Et puis, du côté des droits économiques, sociaux et culturels, il y a droit à l'éducation, droit à l'alimentation, droit au logement, et j'en passe. Merci. Quelle est la position des pays face à l'ingérence nécessaire du Haut Commissariat des droits de l'homme pour vérifier les pratiques au sein de leur territoire? Sont-ils opposés à son action ou plutôt réceptifs en tenant compte du statut spécifique du Haut Commissariat des droits de l'homme? Je pense qu'il y a une idée reçue selon laquelle les Nations Unies s'ingèrent dans les affaires des États. En fait, non, les Nations Unies, c'est une association des États. Donc, en fait, ce que les Nations Unies font, c'est simplement mettre en œuvre la volonté des États. Donc, le Haut Commissariat aux droits de l'homme est le secrétariat des États, mais qui, pour fonctionner de manière optimale, doit garder une certaine indépendance. C'est pour ça que je dois dire que le Haut Commissariat aux droits de l'homme, comme d'autres organisations du système des Nations Unies, n'ont pas d'initiative propre, même s'ils peuvent, d'une certaine manière, avoir une approche différente. Donc, d'un certain point de vue, je peux dire qu'il n'y aurait pas d'ingérence à proprement parler, puisque lorsqu'un État signe un instrument international des droits de l'homme, il s'engage à le respecter. Il doit venir rendre compte périodiquement de ce qu'il a fait. Et lorsqu'il rend compte devant l'organe des experts qui est chargé de suivre la mise en œuvre de ce traité, alors ça, c'est une manière pour le Haut Commissariat d'intervenir, parce que le Haut Commissariat, en tant que secrétariat, prépare la documentation de base, prépare le rapport, mais il le fait valider par les experts. Et ensuite, il y a d'autres nouveaux mécanismes qui sont apparus, comme les procédures spéciales, ou alors comme l'examen périodique universel, qui sont aussi des moyens par lesquels les États donnent une sorte de mandat, mais un mandat limité au commissariat, pour les aider à surveiller ce qu'ils font et les aider à mieux mettre en œuvre leurs engagements internationaux. Merci. Comment les droits de l'homme s'adaptent-ils aux cultures du monde entier? Disons, il y a un adage qui dit que les droits de l'homme sont concomitants à l'apparition de l'homme sur Terre. Donc, il n'y a pas quelqu'un, c'est pas comme parfois, il y a un débat parfois politique futile qui dit que les droits de l'homme, c'est une pensée occidentale qu'on veut imposer au reste du monde. Ce n'est pas vrai. Les droits de l'homme sont nés avec l'homme. Et de ce point de vue, les droits de l'homme, comme tous les droits, sont le produit de la culture. Donc, c'est une association de culture qui nous a amenés à créer ce qui devient du droit. D'ailleurs, le droit anglais est le plus explicite de ce point de vue. Lorsqu'une pratique est exercée de façon continue pendant une certaine période, elle ne reste plus une simple pratique, mais elle devient du droit. Elle devient du droit pourquoi? Parce qu'elle devient obligatoire
pour tous ceux qui ont exercé cette pratique. Et deuxièmement, on prévoit une sanction pour ceux qui ne respecteraient pas cette pratique. Donc voilà un peu où se trouve le nœud du débat sur la question. Merci. Comment les droits de l'homme s'adaptent-ils à l'évolution des mœurs de notre société? L'évolution des mœurs engendre-t-elle un changement des droits de l'homme? Ben, je pense qu'on peut très bien lier la notion de mœurs à la question précédente, qui est celle de culture. Je sais que quand on parle de culture, les gens pensent en général à la religion, à la tradition, c'est-à-dire à tout ce qui peut être négatif d'une certaine manière. Maintenant, les mœurs, c'est une autre chose. Je crois que les mœurs aussi sont très profondément ancrées dans la culture. Quand on parle de l'évolution des mœurs, je ne sais pas si c'est votre cas, mais la plupart des gens avec qui j'ai parlé, aussi bien au niveau de la société civile que des États, c'est l'évolution vers plus de libéralisme et plus d'acceptation de la notion d'homosexualité. Ben puisque le droit est fondé sur nos cultures, si nos mœurs évoluent, ça veut dire que notre culture va évoluer. Donc du coup, cette culture en évoluant va faire évoluer le droit. Il y a deux situations auxquelles je peux faire allusion. Il y a une vingtaine d'années, quand on parlait d'égalité homme-femme, ça faisait sourire les gens. Ils disent, mais vous parlez de quoi? On ne peut pas être égaux, ce n'est qu'une femme. Ça, et ce n'est pas une plaisance, ça c'était la réalité. Il y a 10 ans, quand on parlait d'homosexualité, on disait, vous n'allez pas nous amener cette religion ici. Donc c'était très péjoratif. Alors que maintenant on en parle partout, y compris dans les pays où l'homosexualité est condamnée. On la condamne, mais parce qu'on sait qu'elle existe, donc on ne peut pas nier son existence. Et dès lors qu'elle existe, je pense que la pression sociale va faire que d'une manière ou d'une autre, nous nous adaptions progressivement, même si c'est involontaire, à l'apparition de ces mœurs. D'accord. Alors merci de nous avoir reçus et de nous avoir accordé cette interview. C'est un plaisir. C'était enrichissant.